tous ces arabisants qui vont contribuer justement à cette politique de rapprochement avec, ils vont essayer de trouver, à avoir le contact avec les figures d'un islam réformé, et ils vont contribuer à cette réforme des médersas, donc de cet enseignement secondaire supérieur musulman, une réforme qui est instituée en 1895 pour former des magistrats, des imams de mosquées et des notaires qui aident à la fois une culture islamique et arabe traditionnelle qui leur permettent d'être respectés par la population et qui en même temps est une culture moderne puisqu'ils reçoivent des cours de mathématiques, de français, d'histoire et de géographie. Ces médecins. En Algérie, ils le font tout en ayant le sentiment que c'est un peu trop tard. Et en revanche, ce sera une politique beaucoup plus affirmative. Et disons, il n'y a pas eu la guerre, il n'y a pas eu le grand traumatisme qu'il y a pu y avoir en Algérie, et donc la déstructuration des structures d'enseignement traditionnelles en Tunisie et au Maroc. Et là, en Tunisie et au Maroc, dans les politiques du protectorat, on voit bien que c'est la ligne qui est tenue. Un exemple flagrant, c'est le choix qui est fait en Tunisie en 1883 de nommer à la tête donc, de l'instruction, de la direction de l'enseignement public, je ne suis pas sûr du terme exact, un arabisant, ce qui est quand même symboliquement fort. Alors c'est un républicain, c'est un homme qui aura un enterrement civil, c'est un homme qui est né en Algérie, mais en même temps qui va mener une politique justement qui est ne pas éviter ce déchirement, ces ruptures violentes qui ont eu lieu en Algérie, même si lui-même est né en Algérie, c'était le fils d'un directeur d'école arabe-française, il a été au COUTEB, donc l'arabe pour lui, il le connaît depuis l'enfance. C'est l'idée de ne pas commettre les erreurs qui ont été commises en Algérie, et donc de promouvoir un bilinguisme chez lui-même, alors même s'il n'a pas pu l'appliquer, il a laissé des textes, alors qu'il était donc à la retraite, il a été quand même 25 ans en poste, donc il a eu le temps de donner sa marque à l'organisation d'enseignement en Tunisie. Pour lui, l'avenir, c'était que l'ensemble de la population européenne et tunisiens, français et tunisiens, soit bilingue. L'idée, c'était que un enseignement primaire où l'on connaisse le français et l'arabe vulgaire, pour reprendre le terme de l'époque, ça c'est pour des personnes il fallait être bilingue dans ces deux langues pour le Boumtekous, et puis les élites, en tout cas qui accèdent à l'enseignement secondaire, apprendront du latin et apprendront l'arabe littéral. L'enseignement de l'arabe dialectal étant organisé de façon à préparer à l'apprentissage de l'arabe littéral dans un deuxième temps. Parce que derrière tout cela, il y a aussi des questions de pédagogie de l'arabe qui peuvent encore aujourd'hui, nous ont trouvé quelques échos. Voilà, quand on commence l'arabe, que faut-il faire? Commencer par le dialectal, commencer par la faute et les règles grammaticales. Des questions qui se sont posées au XIXe siècle. Et Machel, qui a eu l'expérience traditionnelle de commencer par la Fosra, considère que non, pédagogiquement, il vaut mieux faire l'inverse là encore, pour un enseignement à destination des Européens. Que dire de plus? Alors, les différents corps de métier, là j'ai parlé surtout des professeurs, qui se développent donc après 1870. Il y a en effet d'autres corps de métier, puisque le corpus donc de ces multiples biographies, le critère, c'était le fait. Alors, le premier critère, c'était quand même a priori des personnes qui avaient publié des travaux savants, justement, réponse à Saïd. Et puis je me suis un peu laissé aller par manque de grande rigueur méthodologique. Donc j'ai inscrit plus généralement des professionnels de la langue arabe, donc des personnes qui avaient donc par leur métier exercé leurs compétences linguistiques comme interprètes ou comme professeurs, mais qui n'avaient pas nécessairement publié des travaux savants ou alors des petits travaux dans des revues très, très confidentielles ou des éditeurs très locaux comme il en existait en Algérie, pouvaient publier
une grammaire arabe à Médéa. C'était le critère, ou éventuellement aussi des amateurs ou des savants de cabinet, mais qui avaient passé des diplômes, en tout cas dont la production prouvait qu'ils avaient une compétence linguistique. Les interprètes donc, ont beaucoup moins publié. En même temps, c'était assez intéressant de les étudier. Là aussi, il y a un petit, comment dire ça, un petit mensonge, parce que interprètes militaires, moi je les ai observés entre 1830 et 1870 surtout. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent après 1870, c'est aussi une question de source. J'avais en fait un livre sur lequel m'appuyer, le Ferraud. Ferraud, c'était un interprète militaire très intéressant, sur lequel d'ailleurs mériterait d'aller plus loin, puisqu'il a fait un travail d'historien, il a enquêté, il a recueilli beaucoup de textes. Donc pour l'histoire de l'Algérie, c'est vraiment une source très importante. Et il a aussi, à la fin de sa vie, enfin, pas tout à fait à la fin, parce qu'ensuite il est passé dans le corps diplomatique, c'était quelqu'un de grande carrure, il a composé une sorte de livre d'or des interprètes qui a pu me servir vraiment de base. Donc le travail a été beaucoup plus facile, puisque je pouvais éplucher mon Ferraud et aller regarder les dossiers aux archives militaires, alors que pour la période qui suit, je n'avais pas de Ferraud pour me donner la liste des interprètes militaires. Donc en fait, le travail aussi reste à faire sur leur réalité sociologique et leur production savante, qui peut être minorée sans doute là dans ce travail. Donc des militaires qui, en effet, au XIXe siècle, ont souvent une activité savante, hein, des officiers qui, d'une part, ont une culture, savent dessiner et savent écrire, et en fait arrivent en Algérie, dans une Algérie où c'est une nécessité d'apprendre l'arabe, puisque de toute façon l'arabe est omniprésent, et donc on a une première génération d'hommes qui accèdent en fait à une véritable compétence linguistique, d'autant qu'ils sont mêlés à des arabophones, à des arabisants pour qui la langue arabe est une langue maternelle, soit que ce soit des interprètes issus du Maghreb, beaucoup des communautés juives, quelques-uns aussi de familles musulmanes, ou d'interprètes venus d'Orient, ayant été recrutés en Égypte pendant la période de l'expédition entre 1798 et 1802. Et en fait, oui, pardon, je me tourne vers Frédéric, et en fait, je suis un très bon professeur. Et donc, en fait, ayant été ensuite réfugié, puisque c'est le terme qui était utilisé à l'époque, réfugié égyptien, donc à Marseille ou à Paris, et qu'on va retrouver pour les faire travailler pour l'expédition d'Alger en 1830. On a toute cette catégorie aussi d'orientaux, hein, qui font partie de ce corps des interprètes. Alors, là aussi, quand on regarde de près, hein, ce corps des interprètes, on se rend compte qu'il est aussi divisé, pas seulement parce qu'il y a des juifs, des musulmans et des chrétiens parmi eux, mais aussi parce que donc il y a des conflits internes au début de la période qui peuvent recouper des conflits politiques sur le mode de colonisation, et en particulier sur le fait de s'appuyer sur des élites bourgeoises mortes, sur la bourgeoisie d'Alger en particulier ou non, hein, puisqu'on va avoir donc, des interprètes morts, et en fait, visiblement, les interprètes juifs et orientaux sont en fait en forme une sorte de contrepartie. Donc les premiers plutôt appuyés avec des interprètes formés à Paris, plus disons, arabophiles et plus favorables à une administration indirecte. Les seconds, en fait, ne voulant pas laisser de place à cette bourgeoisie locale musulmane, y voyant une concurrence. Donc là, il y a pu y avoir aussi j'ai pu quand même repérer, disons, des sous-groupes dans cet ensemble général des interprètes. Les interprètes civils, encore, aussi une question de source, hein, ils existent, ils sont beaucoup plus difficiles à repérer. Donc là encore, il y a interprète civil et interprète judiciaire
il y a sans doute encore à trouver, enfin, des éléments en fait quant à leur carrière et à la réalité, disons, de leurs travaux. Peut-être encore un point, c'est un peu impressionniste, mais bon, finalement ça correspond. Le livre il est pas complètement impressionniste, mais un petit peu quand même, disons par touche. À propos donc, de l'autonomie de la science par rapport au monde colonial, hein, là c'est un discours qui est explicite chez les savants et en particulier à l'école des langues orientales, qui a été un endroit très important de développement de cet orientalisme. Je reprends une formule vraiment de Godefroy de Monbine, hein, qui pourtant a été en poste, a été formé en Algérie, et qui est très très soucieux de prendre ses distances par rapport à l'école d'Alger, justement parce qu'il considère qu'à Alger, eh bien, il y a beaucoup trop d'interpénétration entre le monde vraiment le monde colonial et le monde savant. Et disons, il veut qu'il y ait une science qui ne soit pas du tout marquée par des a priori coloniaux qui puissent se développer à Paris. Ça, donc, on est dans les années 1900-1910. Cette période-là aussi peut présenter un intérêt parce qu'on y perçoit un goût véritablement pour l'Orient d'une façon générale. Alors ça dépasse beaucoup d'ailleurs l'Orient arabe et musulman, et aussi un goût pour l'islam et pour les religions. Il y a deux moments de mode, véritablement. Il y a une mode considérable à la fin des années 1820, avant l'expédition d'Alger. Donc là, la jeunesse des écoles se rue dans les cours de l'école des langues orientales de Sylvestre de Sacy ou de Cossin de Perceval. Et au bout de quelques semaines de cours, les effectifs s'amenuisent, mais il y a vraiment une mode pour l'Orient, qui dépasse aussi d'ailleurs strictement le monde de l'Orient arabe et musulman, puisque c'est aussi un intérêt pour l'Inde qui se manifeste. Donc c'est Schwab et la Renaissance orientale, hein, pour ce qui est des références bibliographiques classiques. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est peut-être moins international que dans les années 1820. 1820, on est quand même dans un monde d'élite. Hein. C'est la jeunesse des écoles, ça touche quand même sociologiquement une catégorie des élites sociales et intellectuelles. 1900, on est dans un autre contexte, déjà d'un développement d'une culture de masse, hein, et donc on a un goût pour les religions orientales qui touchent sans doute socialement plus de monde, mais peut-être en fait à des échelles plus nationales. Hein, c'est-à-dire qu'on aura moins de circulation internationale parce que peut-être aussi on n'est pas tout à fait au même, sociologiquement, disons, au même niveau. Et là on le voit dans les cours aussi, la fréquentation des cours, hein, puisque donc on a des sources qui permettent d'avoir, pour ce qui est de l'école pratique de haute études, par exemple, le nom des auditeurs, et on voit que ce sont je ne dis pas que ce sont des centaines d'auditeurs qui se pressent au séminaire d'Arntvich, d'Édimbourg ou de Clermont-Ferrand. On a quand même plusieurs dizaines d'auditeurs et d'autres personnes qui ne font pas des carrières savantes, hein, et qui s'intéressent donc à... Je pense qu'il y a aussi là une sorte de crise qui annonce la Grande Guerre. Le scientisme vacille, hein, et en même temps qu'on a ces intellectuels qui se convertissent. Alors l'exemple là c'est Massignon, hein, qui fait retour qui via l'islam et via le monde arabe fait un retour au catholicisme, en tout cas celui qui est celui de sa mère, hein, après avoir été élevé dans un milieu très républicain, très laïque. Donc là mais c'est plus large. On a